Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui porte sur l'accès au marché de la santé au Texas. Mon nom est Caroline Davoine, je suis la directrice du bureau du Québec à Houston. Mon équipe et moi, on œuvre au développement de projets d'affaires entre le Québec et le Texas dans des secteurs d'excellence, puis le secteur de la santé, évidemment, figure parmi ceux-ci. Au Texas et particulièrement dans la région de Houston, le secteur de la santé combine plusieurs forces. Un très grand bassin de population, le plus grand complexe médical au monde, le Texas Medical Center, de nombreux instituts de recherche et facultés de médecine reconnus mondialement, pour ne nommer que celle-ci. Étant témoin de l'intérêt grandissant des entreprises de chez nous envers ce secteur d'avenir, nous avons d'ailleurs récemment publié sur notre site Internet une fiche sectorielle afin de vous accompagner dans vos démarches. Celle-ci pourra vous être acheminée sur demande. Nous sommes persuadés que des solutions technologiques, de même que le savoir-faire québécois dans les secteurs de pointe tels que la télémédecine, l'intelligence artificielle, la médecine de précision, vont contribuer grandement à l'avancement de la communauté médicale du Texas. En bâtissant un pont entre les écosystèmes québécois et texans, de nombreuses opportunités pourront être saisies de part et d'autre. Donc, pour le déroulement de l'activité, veuillez noter que les micros seront toujours en mode muet pendant les présentations des panélistes. Il y aura une période de questions qui est prévue à la fin de l'activité, mais en tout temps, envoyez vos questions par écrit via la boîte de discussion questions-réponses. Puis, si vous souhaitez obtenir une rencontre avec un de nos intervenants, vous pouvez contacter Pierre Marcoux, qui est notre attaché commercial à notre bureau de Houston, pour arranger ça pour vous. Enfin, je voudrais présenter Benoît Larose, qui va agir en tant que modérateur aujourd'hui, puis c'est lui qui va vous présenter nos panélistes. Donc, M. Larose, c'est le vice-président de MedTech Canada. Il a œuvré en développement, en vente, en distribution de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques et aussi en financement d'entreprises en sciences de la vie. Il a vraiment une vaste expérience dans les domaines de l'industrie pour le compte de sociétés canadiennes et internationales, de petite et de grande envergure. Merci vraiment, Benoît. C'est très important pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Mme Davoine, Caroline, de me donner l'occasion d'agir comme maître de cérémonie, en quelque sorte, de cette activité. Donc, ça me fait plaisir, en tant que représentant de MedTech Canada, là, de pouvoir faciliter ce genre d'activité-là qui nous permet à l'écosystème de nos Québécois des technologies médicales de rayonner un peu plus vers l'étranger. Donc, je vais introduire la première conférencière, Madame Samantha Nava, our first panelist. She's an innovation strategist at the TMC Innovation, where she supports innovation initiatives for member institutions in the Texas Medical Center. Dr. Nava assesses hospital needs and recruits startup companies worldwide to participate in the TMCX Accelerator program. During the program, Dr. Nava engages TMCX companies to refine business models, value proposition, competitive landscape, market entry, and other strategic needs. She also conducts due diligence with the TMC Venture Fund to determine fit within the fund's mission and goal. In addition, she also directs TMCX Alpha to support local innovation at its earliest stages, from physician and investigator-initiated ventures. So, Samantha, please. Thank you, Benoit, and good morning. I'm really honored to come and speak with you today. As Benoit mentioned, I'm here to talk to you about the Texas Medical Center and the innovation efforts that we have going on here, but allow me one moment to share my screen. There we go. That should be visible to everyone. Can I get a, okay, great. I am the innovation strategist for TMC Innovation as a part of the Texas Medical Center. The Texas Medical Center, forgive me here. This is an overview of what the Texas Medical Center looks like. For those of you who are unfamiliar, this may look like downtown Houston, Texas, but what it really is this community of
hospital institutions and healthcare institutions all located in one concentrated geographical location, which is called the Texas Medical Center. It's quite massive in size. As you can see, we have over 63 institutions represented, 23 of them being large hospital systems. Together, we see about 10 million patient visits per year. And as a consequence of that drive and that initiative, we have hospital systems sending their largest teams to be a part of this community, which includes MD Anderson, which is the largest cancer hospital for the UT Health System, as well as the Texas Children's, which is the largest pediatric hospital in the United States. As a consequence, the TMC is the 8th largest business district in the United States, and that spans over all districts. And because of that high concentration, we have researchers, patients, and physicians all working together, and which creates this natural landing place for healthcare innovation, which is where TMC innovation comes here. Our mission is to promote and encourage and support entrepreneurship in healthcare. And that can either be from the ground up, so early concept ideas, all the way through startups that are considering questions around scaling up and trying to address their Series B financing. I'm going to show you a video here that does a great job in introducing our space and the types of things that we are working towards. Oh goodness, it might not have been able to play on the PDF, so apologies for that. But I'll continue on. TMC Innovation has several programs that address different stages of a company and how they and the type of milestones that they're trying to achieve during a specific period of time. But the program that we're most well known for is TMCX, which is the accelerator. The accelerator works with medical devices as well as digital health companies that are at a specific point in their lifetime where they're looking into partnering with large hospital systems, which is what we do best. And so we have a program that's set out in 3 distinct phases. The first one of which is our boot camp, which is a month-long period where our top candidates are working with us so we can, one, better understand the companies and how they think about different strategies, but then we are also providing different feedback by introductions to different stakeholders, and that could be on the clinical end, the business end. We do bring advisors that are serial entrepreneurs, and then of course we bring in corporate partners as well as hospital partners, not only to provide feedback, but then also to see if there is a way that there is some common ground to develop a partnership. From that boot camp, we select a small number of companies to participate in the TMCX program, which is a 5-month-long program that we now offer virtual. And our goal in this program is to work with you to elevate your company to a level where you are considered a more investable company, that you are more competitive in the markets, that you have had feasibility data, and then you have already structured some partnerships with hospitals to get your company moving towards that next milestone. Through that course of those 5 months, we are working with you intimately, and we get to understand your company as well as your strategies in such a way that we provide diligence to the Venture Fund Committee and recommend your company for follow-on fundraising if that's applicable to your company and where you are. And that is inclusive in that TMC community aspect. As alumni of our TMCX program, you still have access to this space. As I mentioned before, it's massive. It's quite difficult to get through all of the TMC within a matter of months. So we do what we can to continue to support you through the lifetime of your company. This is just a little highlight into what the structure of bootcamp is, which we get the most questions about, but we focus it on 4 different phases where we identify the product highlights, so understand what your technology is and the solution that you're bringing to the table. And then, of course, we dig in deeper into identifying the gaps, either in your team, maybe in the technology, maybe as a part of the strategy. And this is all with a supportive lens. So we
want to identify where can we bring the right resources in front of you? How can we bring advisors that have expertise in the space that you may still have questions, so that we can ensure that you get a better understanding of where to head next or what questions to ask next. A strategic session is a very intimate session where you're paired with about 5 or 6 different advisors based on their backgrounds, their areas of expertise, and all of those conversations are to dig in some strategic goals or strategic decisions that you may have as founders for your company. And then lastly, of course, we are introducing you to our member institutions, hopefully with a clinical champion that may be ready to work on a pilot study or a research study or something along those lines, which is what we're ultimately looking for at the end of these programs. And then, of course, I dug in a little bit about what our program is about. It is 6 months, which includes that boot camp period, but we're focused on 3 aspects, which is connections to our advisors and our resources, as well as the rest of our network, coaching with our strategy teams to help elevate your company, and then, of course, partnerships with the member institutions here at the Texas Medical Center. I can't play video, so I apologize for that. I might be ending a little bit soon, but I will leave you with some information for you to either learn about us more, of course, contact myself if you have more questions. Probably the best way to get in touch of where we are and what we're doing is through our LinkedIn page. We're quite active there. If you'll go there now, I can direct you. There is a recent post on our upcoming cohort, which is 7 companies, and the program starts in January, ends in May. For the following cohort, we are opening up applications in February. And so keep an eye out, because we will be giving out more information on the medical themes that we're interested in, the hospital partners that we're working with, and of course, deadlines. Thank you very much, Samantha. I assume that your presentation and your videos will be made available to the participants? Yes, absolutely. I can send my slide deck over for you to share. Good, so people can still look at the content. And we'll keep the questions for the end of the session, because I'm sure that there will be opportunities, for discussing between the panelists. So we'll leave the question out for the time being. My understanding also is that participants are invited to ask questions through the Q&A box, so that we can keep the chatter as controlled as possible. So thank you again for your presentation, Samantha. And nous allons maintenant passer à notre prochaine conférencière francophone. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir la présenter dans la langue de Molière. Alors, Emmanuelle Schuller, PhD, MBA, est la présidente de Coralis Consulting. Emmanuelle, donc, offre des services de consultation stratégique à l'industrie biotech et des sciences de la vie. Elle a plus de 20 ans d'expertise dans le développement et la gestion des actifs de propriété intellectuelle, des alliances stratégiques et les co-entreprises. Elle travaille avec des entreprises basées aux États-Unis et en Europe, et je suis certaine éventuellement au Canada, si ce n'est pas déjà le cas, qui sont toutes évidemment centrées sur le développement des meilleures solutions possibles pour les patients. Elle est arrivée dans l'écosystème du Texas, de Houston en particulier, en 2002 pour travailler avec le prix Nobel Dr. Richard Smalley à l'Université Rice. Et elle a passé 20 ans à développer des partenariats nationalement et internationalement pour plusieurs parties prenantes de l'écosystème des sciences de la vie de Houston. Et plus récemment, elle a été la fondatrice donc, du J-Lab at TMC, donc l'entité de Johnson & Johnson là, qui vise à favoriser bien sûr le développement des innovations, un incubateur de sciences de la vie qui est le plus gros, donc au TMC, qui est le plus gros hôpital ou le plus gros centre médical au monde. Elle est aussi le Founding Director du Center for Industrial Partnerships à l'Université de Houston, donc où elle travaille à assurer une transition plus rapide entre l'innovation académique jusqu'au marché. Et elle a aussi fait des mandats pour le compte de la Commission européenne, le National Science Foundation et le US Department of Energy sur les politiques d'innovation.
Elle est aussi membre du conseil d'administration du Translational Research Initiative at the Houston Methodist Research Institute. Et elle est aussi un founding mentor of the University of Texas Systems Venture Mentoring Services. Donc, elle fait aussi du mentorat d'entrepreneurs. Et donc, Emmanuelle a d'ailleurs son PhD de l'Université McGill, donc connaît bien Montréal et le Québec, et elle a été chercher son MBA de l'Université Rice, et en 2018 a reçu le Rice Business Alumni Excellence Award for Healthcare. Alors, sans plus tarder, Emmanuelle, je te cède la parole. Merci beaucoup, Benoît, pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, bien sûr, ça s'entend, je suis québécoise d'adoption, québécoise de cœur, comme j'aime à dire. J'ai passé 11 ans à Montréal, qui a été une période de ma vie extraordinaire. Donc, j'ai fait mon baccalauréat en chimie à l'UQAM et mon doctorat en chimie à l'Université McGill. Donc, le bureau du Québec à Houston m'a demandé de faire quelques remarques sur ce qu'il faut savoir, enfin, ce qui est bon de savoir pour accéder au marché texan. Donc, de façon générale, d'après mes observations, les entreprises décident de s'établir ici, d'établir leur présence ici pour plusieurs raisons. Donc, je vais nommer 5 raisons et ensuite, je vais concentrer la discussion sur la première raison, puisqu'on n'a qu'une dizaine de minutes ensemble. Si vous voulez élaborer sur d'autres points, on peut peut-être le faire dans la Q&A, dans la session de questions plus tard. Donc, les 5 raisons pour lesquelles les entreprises viennent s'établir ici, c'est bien sûr d'être plus visibles face aux investisseurs, surtout ceux qui investissent à des stades précoces d'innovation. Donc, on va discuter plus tard de ce point-ci. Donc, la deuxième raison, bien sûr, c'est d'accélérer le développement de la recherche et des essais cliniques par le biais de partenariats stratégiques avec les universités et les hôpitaux. Donc, comme Samantha nous a bien démontré, ici, bien sûr, c'est une force extraordinaire d'avoir accès à tous ces docteurs et toutes les ressources pour faire des essais cliniques. Dans tous les domaines, absolument tous les domaines, même dans les maladies rares. La troisième raison pour laquelle les entreprises étrangères viennent s'établir à Houston, à mon avis, c'est d'avoir accès donc aux chefs de file, donc Key Opinion Leaders, dans un domaine très précis. La quatrième raison, c'est de solliciter l'avis d'experts en réglementation. Et enfin, d'autres raisons seraient aussi pour étendre donc les activités commerciales aux États-Unis en prenant Houston comme camp de base. Donc, il y a un nombre croissant d'options pour les entreprises qui veulent se développer au Texas, particulièrement à Houston, en particulier parce que l'écosystème a énormément évolué depuis les 5 dernières années, en commençant avec TMCX, la création de TMCX, à peu près au même moment que JLabs à TMC a été créé, donc l'incubateur de Johnson & Johnson que j'ai lancé ici au centre médical. Et depuis, plusieurs autres grandes entreprises s'y sont jointes, AT&T et d'autres entreprises, et c'est en train de s'agrandir. Donc, en fait, il y a énormément de ressources pour créer les liens entre les entreprises, les startups et tout ce corps médical et cet environnement corporatif qui est en train de se développer. Donc, je vais élaborer un peu plus sur la première raison, à mon avis, pour lesquelles les entreprises viennent ici, c'est d'être plus visible face aux investisseurs. Donc, pourquoi c'est important d'être plus visible? Eh bien, parce que la levée de fonds est clé pour le développement de ces entreprises, bien sûr, et aussi donc le développement des relations avec ces investisseurs et la gestion de ces relations avec ces investisseurs. C'est bon de préciser quand même que pour ce qui concerne l'innovation précoce,
les investisseurs ont des raisons bien précises, des incitatifs bien précis pour investir dans telle ou telle compagnie. Donc, c'est très important d'être très documenté, de faire sa recherche, à savoir à cibler le bon investisseur. Et ils sont souvent difficiles à trouver parce qu'ils sont pas nécessairement visibles au niveau du site web, au niveau public, au niveau des réseaux sociaux. Donc, en fait, la difficulté, toujours, c'est de les trouver. Surtout à Houston, je dirais que sur la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, il y a des réseaux un peu plus établis, mais à Houston, il y a quand même accès, il y a, je dirais, de plus en plus d'accès d'investisseurs qui s'intéressent aux entreprises ici à Houston. Donc, ces investisseurs, bien sûr, investissent dans le mérite de la science, mais pas uniquement dans le mérite de la science. Ils investissent aussi dans le mérite et la qualité donc des entreprises, de l'équipe fondatrice et de ses membres. Donc, c'est important d'avoir des relations régulières avec ces investisseurs, pas nécessairement très fréquentes, mais des relations régulières pour les continuer à les informer sur les progrès, soit de bonnes recherches, soit des essais cliniques, en particulier, bien sûr, en ce qui concerne la FDA. Donc, la proximité physique n'est pas absolument nécessaire. Covid nous l'a bien démontré. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ligne, en vidéoconférence, qui se faisaient pas avant. Et par exemple, j'ai un de mes clients qui est devenu une compagnie publique et qui a fait toute la levée de fonds pour IPO en vidéoconférence, qui est du jamais vu. Jusqu'à présent, ça se faisait pas. Maintenant, ça se fait. Donc, il y a vraiment Covid a vraiment, d'une certaine façon, démontré que ce genre d'activité pouvait bien se faire en ligne. Ceci dit, ça remplace pas le contact humain, ça c'est clair. Donc, d'avoir une présence physique ici à Houston, c'est à votre avantage, soit directement ici, soit par l'intermédiaire de personnes qui connaissent ce réseau d'investisseurs et qui peuvent faire donc une introduction chaleureuse en votre nom. Donc, ça c'était, on a discuté pourquoi c'était important d'être visible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être plus visible aussi face à ces investisseurs? Alors, ces investisseurs généralement participent à des conférences ciblées. Donc, c'est à savoir à quelle conférence ils participent. Ici, il y en a plusieurs à Houston. Il y en a aussi plusieurs à l'échelle nationale qui sont ciblées à l'innovation précoce. Bien sûr aussi, la deuxième, une très très bonne façon d'accéder ici à l'écosystème de Houston, c'est de concourir pour entrer dans un incubateur MedTech local comme TMCX que Samy a présenté. C'est vraiment un catalyste au niveau de l'innovation MedTech ici à Houston, qui attire, c'est important de préciser quand même, des entreprises à travers tout le monde. C'est pas nécessairement un incubateur. C'est un incubateur local, mais c'est un incubateur local qui attire les entreprises à travers le monde, basé sur la qualité de leurs projets et la qualité des équipes fondatrices. Donc aussi, il y a d'autres compagnies qui travaillent avec des consultants comme moi ici au centre médical. Et si vous avez le bon profil, vous pouvez aussi, et que vous êtes dans le domaine des traitements contre le cancer, vous pouvez envisager un financement public de l'État du Texas qui s'appelle CPRIT. Donc, CPRIT, ça veut dire Cancer Prevention and Research Institute of Texas. Et c'est un financement qui, entre autres, permet d'attirer des entreprises étrangères ici à Houston et qui peut être de façon substantielle à la hauteur de plusieurs millions de dollars. Donc, de façon assez significative. C'est bon quand même à savoir que c'est un financement qui est très ciblé,
Donc, mais si vous avez les bons profils, c'est certainement une bonne façon d'attirer, enfin d'être au Texas, puisque leur but, c'est vraiment d'attirer les entreprises ici au Texas. Il y a d'ailleurs plusieurs compagnies canadiennes qui en profitent en ce moment. Donc, c'était le but de mes remarques. Je ne sais pas s'il y a un peu plus de temps. Peut-être on devrait passer à Vincent et je serais contente de répondre à vos questions. Merci. Ben, je pense qu'on peut passer immédiatement au troisième panéliste. Comme je disais, on va profiter du temps qui reste pour poser plusieurs questions aux trois panélistes, puis prendre les questions aussi, évidemment, des participants. Donc, passons donc au moment pour dévouer à Vincent. Donc, M. Gagné, en fait, me disait avant la réunion que je pouvais simplement le présenter comme étant Vincent Gagné, geek, mais je croyais que c'était un peu court. Alors, je vais y aller un peu plus, de manière un peu plus complète. Donc, Vincent Gagné est un informaticien économiste formé à l'Université de Montréal et devenu entrepreneur dans la région de Québec. Il a déménagé à Houston pour suivre sa présente épouse et s'est retrouvé au sein d'une entreprise en croissance dans le plus grand centre médical du monde. Son expérience en programmation ayant donné temporelle ont aidé Medical Informatics Corp à croître. En tant que VP des produits, Vincent a géré la création de SIGB, qui est à présent installé dans plusieurs des plus grands hôpitaux académiques américains. Le logiciel pousse la science médicale à travers l'intelligence artificielle et aide à sauver des vies en donnant un accès plus transparent aux données. Pendant la pandémie, des hôpitaux tels que le Houston Methodist et le Johns Hopkins ont pu utiliser SIGB pour garder une distance physique entre les patients, docteurs et infirmières, tout en gardant une proximité virtuelle. C'est vraiment dans l'air du temps. Là-dessus, Vincent, je t'invite à expliquer ton parcours et comment tu décris les opportunités à Houston. Bonjour tout le monde, enchanté. Je m'excuse des anglicismes à l'avance. Je viens de Montréal et je parle en français avec mes enfants, mais je travaille seulement en anglais. Alors, si j'utilise des termes anglophones pour parler du travail, je m'excuse à l'avance. Je me suis sauvé de Houston en passant. Ma maison est à Houston, mais ça, c'est pas une vue trop Houston, c'est une vue plus Mont-Sainte-Anne. La pandémie, quand on a des grands-parents, c'est plus sympathique. Donc, quand les choses sont devenues désagréables à Houston, j'ai mis mes enfants dans l'auto puis je suis parti pour le Mont-Sainte-Anne. Je suis parti du Québec pour poursuivre ma plus grande passion, qui est ma famille. Il y a un autre couple super populaire qui vient à moitié de Houston puis à moitié de Montréal. Un petit groupe qui s'appelle Arcade Fire. Je ne sais pas si vous connaissez Win Butler puis Régine Chassagne. Pas que je me compare à eux du tout, mais c'est quand même une inspiration. Puis il y a des choses cool qui se passent dans les deux villes, puis j'espère qu'on va faire des choses cool ensemble aussi. Mon background, j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai fait un double bac en économie et informatique. C'est drôle que j'aie fini en médecine, mais en fait, ça a beaucoup de sens. Quand on regarde l'économie, c'est des données temporelles. Puis l'informatique, on écrit du code. Donc, j'ai fait ça à l'université. Après avoir fait ça pendant 3 ans puis avoir bien fait la fête à Montréal, j'avais assez des ordinateurs, fait que j'ai été acheter une compagnie de location de vacances au Mont-Sainte-Anne. Donc, j'ai loué des chalets ici. Et puis, jusqu'à ce que je rencontre ma femme au Texas en faisant de la voile à Galveston. Pour ceux de vous qui ne sont jamais allés à Houston, vous avez probablement des préjugés sur c'est quoi Houston et vous avez tort. C'est la ville la plus diverse des États-Unis. La bouffe est fantastique et peu chère. Il y a le golfe du Mexique qui est juste là. C'est vraiment, tout le monde pense que c'est cool d'aller à Austin puis à San Francisco, puis j'adore vraiment. Mais pour une fraction du budget, vous allez pouvoir faire plus d'argent puis vous amuser plus à Houston. Donc, allez-y, vendez vos choses, c'est super le fun. Donc, j'ai rencontré ma femme à Galveston, j'ai vendu ma business ici au Mont-Sainte-Anne, je suis parti pour Houston, puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai étudié en informatique puis en économie, fait que j'ai regardé pour des jobs, et puis tout plein de jobs en gaz, en pétrolier, puis une job qui disait « Save babies with JavaScript ». Je pensais que c'était une joke, mais j'ai envoyé une application quand même disant
je suis capable d'écrire du JavaScript, je me connais en données temporelles, donnez-moi un job. Puis ils ont dit, OK. Dans ce temps-là, la compagnie Medical Informatics avait seulement 3-4 employés, donc j'étais un des premiers. Et puis, on n'avait évidemment pas de budget. Et puis, j'ai aidé à construire le produit à partir d'à peu près rien. Puis, on a employé des gens, on a grossi l'équipe. Puis, avec l'entreprise qui grossissait, j'ai eu de plus en plus d'employés, puis j'ai pu aider à grossir ça d'à peu près rien. Pour les gens qui sont en ce moment probablement en train de grossir leur entreprise, vous êtes dans une situation similaire, ça me fait plaisir de vous parler plus de mon parcours. Comment ça a marché? On était au Texas Medical Center. On louait des locaux à Dr. Nava. This is a shout out, Dr. Nava. Thank you so much for having such an awesome space available for companies with small budgets, and all the expertise and space that you guys provide is absolutely amazing. Alors, si vous avez la chance, allez visiter le Dr. Nava. C'est vraiment super cool. Puis si vous avez la chance aussi de faire partie de leur programme d'accélérateur, c'est vraiment cool. Vous allez vous construire une communauté à partir d'à peu près rien. Je sais qu'il y a des accélérateurs similaires à Montréal. Donc, je suis certain qu'entre Dr. Nava et M. Larose, vous avez plein d'atomes crochus. Vous allez pouvoir vous faire des amis en commun. Donc, à partir de Texas Children's et de nos locaux pas chers, on a vendu ensuite à plein d'autres hôpitaux dans le centre médical. La belle photo qu'elle vous a montrée, là, les hôpitaux de gauche, on est dans tous ceux-là. On travaille sur ceux de droite, on est aussi à Johns Hopkins puis plein d'autres gros hôpitaux américains. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi que ça veut dire « Save Babies with JavaScript » ? On enregistre des données temporelles qui sont, sinon, la plupart du temps, mis aux poubelles. Vous avez un Epic ou un Cerner, right? Et il y a une infirmière qui met le SPO2 est à 90% pour ce patient-là. C'est le fun, c'est bon, il faut le mettre. Mais c'est un point. Dans un EKG, pendant une seconde d'EKG, tu as 250 points sur 5 leads. Fait que c'est plusieurs ordres de magnitude plus de données. Puis toutes ces données-là vont aux poubelles. En tant que data nerd, ça me rend très, très triste quand des données vont aux poubelles. Surtout que ces données-là peuvent être utilisées pour prédire des crises cardiaques, prédire des vaisseaux sanguins qui explosent dans le cerveau, puis plein de choses comme ça. Fait que, de la même façon que quand j'allais à l'université, je travaillais sur essayer de prédire où allait aller l'économie ou un stock, une action. Oui, ça fait trop longtemps que j'habite à Houston. On peut prédire le même genre de truc avec des données temporelles de patients en ICU ou ailleurs. Donc, j'ai aidé à construire ce produit-là qui avale toutes ces données-là, qui permet aux utilisateurs de visualiser ces données-là, puis ensuite de ça, qui permet aux chercheurs de créer des algorithmes à partir de toutes ces données-là. Donc, des patients très malades pédiatriques, pour commencer, à Texas Children's, après ça, Houston Methodist dans leurs ICUs, un peu partout à Johns Hopkins. Puis, ces hôpitaux-là peuvent maintenant collaborer ensemble avec un montant de données absolument gigantesque, avec des formats ouverts. On ne fait pas du vendor lock-in comme la plupart des autres vendeurs dans le domaine médical, ce qui me rend très triste. Ça fait juste... C'est l'avarice qui ralentit l'innovation et puis qui permet aussi d'aller chercher plein de bourses puis de créer des nouveaux modules médicaux virtuels. Ce n'est pas une boîte que tu mets sur le bord du lit du patient. Si tu prends les données puis tu fais toutes les transformations dans un ordinateur, ça permet de ne pas changer ce qui se passe pour le patient ou pour le personnel clinique dans la chambre, mais ça se fait tout de façon virtuelle sur un serveur. Pour moi, c'est le fun parce que je suis juste un nerd, puis les patients, ça me fait peur. Et puis pour les cliniciens, c'est vraiment fantastique parce que là, ça leur permet d'avoir accès à des données qui sinon, se ramassaient aux poubelles, ce qui les rendait tristes eux aussi. Ensuite de ça, pourquoi on s'aide les uns les autres? Pourquoi aller voir Samantha? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aider des Québécois? Je vais vous donner un exemple super concret. On m'a mis en contact à travers le Bureau du Québec avec Pierre-Alexandre Fournier de Carré Technologies. C'est super drôle parce qu'après qu'on m'ait mis en contact, j'ai appris que nos mères étaient amies. C'est petit le Québec, hein? C'est ça, vous allez vous passer du temps ensemble, après ça, vous allez comme « Ah ouais, le petit Fournier, ouais, vous étiez ensemble, sa mère, c'est mon ami et tout. » Ça va être le genre de truc qui va se passer. Mais grâce à ça,
j'ai pu rencontrer des amis de Pierre-Alexandre Fournier et puis il a pu rencontrer certains des miens, ce qui nous aide tous les deux à être pris au sérieux. Qu'est-ce qui est difficile dans le domaine médical? C'est super risqué. Le monde a peur de faire des choses différentes et puis tout est vraiment long. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser le risque puis accélérer ces timelines-là? Se présenter à des amis les uns les autres. Right? L'autre truc qui est vraiment difficile, c'est la technologie. La technologie est super compliquée. Souvent parce qu'elle n'a pas besoin de l'aide, puis tout le monde fait du vendor lock-in, puis c'est difficile. Puis on va dire des choses comme Fire, puis d'autres interfaces ouvertes, mais l'adoption de ça n'est pas complète. Et puis, c'est aussi incomplet en termes de dataset. Ton Fire ne va pas faire des données à haute résolution pour du EEG, c'est juste impossible. Donc, entre nous, il faut qu'on s'aide. Parce qu'une fois que j'ai rencontré un Pierre-Alexandre Fournier, que j'aime son produit, une fois que je vous ai rencontré, que j'aime votre algorithme de AI ou quelque chose comme ça, je veux vous aider parce que ça m'aide à avancer mon impact dans les institutions où je suis déjà. D'un autre côté, vous pouvez m'aider parce que vous avez des amis, vous avez de l'expertise que moi, je n'ai pas, puis comme ça, on peut se pousser les uns les autres. Parce que nous, à Medical Informatics, notre cycle de vente est après 18 mois. C'est long. Parce qu'on touche à HL7ADTs, une interface de où sont les patients, les labs, les meds, les trucs sur le bord. Ça nous prend plein de serveurs. On veut du AI, il y a des chercheurs, il y a des docteurs, il y a des... Ça en fait, il y a tellement de monde à toucher que tout ce qu'on peut faire pour se présenter à des amis, puis partager de l'expérience technique pour accélérer nos cycles de vente les uns les autres, puis aussi pour nous aider à améliorer nos produits, on devrait le faire. Pas juste parce qu'on est québécois, parce qu'on a une mission en healthcare, en santé, d'avoir un impact positif sur la vie des patients. Puis tout ce qu'on peut faire pour aller plus vite pour avoir un impact sur les patients, ça sauve des vies. C'est super cool, right? Moi, je suis juste un software nerd de l'Université de Montréal. Puis si vous m'aidez à mieux travailler, on sauve plus de vies ensemble plus vite. Finalement, on m'a demandé de vous donner une couple de conseils. Mon premier conseil, c'est si vous n'avez pas des tonnes de cash, dépensez pas. Right? Ça va prendre plus de temps à faire ce que vous voulez faire que vous pensez. Moi, quand je suis rentré à Medical Informatics, je suis comme « Ah, je vais en santé, c'est des gros hôpitaux, sont déjà à Texas Children's, on va être riche dans 5 ans. » Non, ça fait déjà 8 ans que je suis là. On avait un CFO qui ne dépensait pas. Et c'est fantastique parce qu'on est encore en vie, puis maintenant, on a beaucoup plus de place. Mais si on avait fait comme « Ah oui, on a de l'argent, let's go, on le dépense », ça n'aurait jamais marché, ça va prendre plus de temps que vous pensez. Premier conseil, dépensez pas. Deuxième conseil, écoutez vos clients. Tout le temps, right? Ils vont vous donner genre 1001 problèmes, mais vous cernez un problème que vous savez que vous êtes capable de résoudre mieux que n'importe qui d'autre. Puis une fois que vous avez prouvé à cette personne-là que vous allez résoudre leurs problèmes mieux que n'importe qui d'autre, ils vont vous pousser à travers leur institution puis vous présenter à leurs amis. Parce que ça va être long. Puis si vos champions s'essoufflent, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, si votre cycle de vente est aussi long que le mien, dépendamment de ce que vous faites dans le domaine médical, ça va être aussi long, des fois plus long, des fois moins long, dépendamment de la complexité. Mais il ne faut jamais que vos champions s'essoufflent. Puis pour ça, il faut qu'il y ait un problème qui les touche profondément, qui savent que vous allez résoudre. Puis une fois que vous avez résolu ce problème-là pour ce client-là, mesurez, parce que tous les autres clients vont demander « Prouvez-moi que vous avez résolu ce problème-là pour ce client-là. » Puis là, votre cycle de vente va s'accélérer un peu. C'est à peu près tout ce que j'avais à couvrir. Si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Benoît, à toi. Merci Vincent, merci à tous en fait pour nous donner un aperçu en fait du potentiel de la région de Houston pour aider nos entreprises à rayonner davantage aux États-Unis. Je vous rappelle à tous que vous pouvez poser des questions par la boîte Q&A. En attendant que des questions se manifestent, I will ask the first question in English for the benefit of Samantha, so everybody can jump in with an answer. Given, I mean, there's a number of accelerators in the U.S. For medtech. You know, there's several hubs that are very active in our sector. But why would a company from Quebec, you know, consider Houston as maybe a first, you know, target for presenting
its profile and getting into the U.S. Why Houston versus Boston or other, San Diego or the other hubs in our sector? That's a really great question. And it really comes down to the strategy, right? As a company, you have to consider what you're trying to get out of these programs. Each program has their own unique offering and the benefits and resources that could be of use for you. So to take a step back and consider, why TMC, it would come down to your access to hospitals, and that's really what we do best. So if you're at a stage where you're considering scaling to multiple hospital systems, if you want to go into a large system and get feedback on how your technology works in the clinical workflow, this is going to be your place to get started, particularly because we have such a high concentration in a small area. So you can go to other systems. They're wonderful. I highly recommend to consider them as well. But if you do want concentration and quick execution, TMC would be your place. Emmanuel, you want to comment about that? Yes. Also, I think Vincent kind of touched upon it, but it's very important to know that the quality of life in Houston, contrary to what you may think, I came initially for 3 months and in 2002 and never left. Is the quality of life is fantastic in that it's a great place to raise a family, great place to be for business, but a great place to be for the family as well. Houses are really affordable. The quality of life, quality of education for children and universities is just out of this place. It's really, really good. So there are many other benefits in addition to being in or close to the medical center is the quality of life that I think a lot of people would overlook, but for a fraction of the price, you can have a fraction of the price relative to the East Coast or West Coast. You can have a great, great quality of life here. Vincent, would you like to add anything to those comments? Je pense que c'est bien répondu. Répondu. Is there any particular, therapeutic area or domain that is of life science that is very, where Houston stands out the most? Any specific areas that? Yes, I would say definitely the immunotherapeutic space is what is a great strength for Houston. For many reasons. One, because every company, not every, but most of all the large companies who are conducting clinical trials in the immunotherapeutic space choose evidently several sites to do their studies, and MD Anderson, for example, or other hospitals in Houston are part of that selection of sites. So there's enormous knowledge about in the immunotherapeutic space with very well-practiced physicians to do that. We also have the Nobel laureate Jim Allison at MD Anderson Cancer Center, who got this Nobel Prize in that domain. So that is, in my perspective, an area of great focus. And it's not surprising to me that I see that most of the companies that I work with are in that immunotherapeutic space. We do have a question from the Q&A box from Serge-Éric Blais. I don't know if you can see it, or should I read it aloud? Can you see it? I don't see it. Okay. I can see it. Oh, sorry. Go ahead. Q&A box at the bottom. But so what Serge-Éric is asking is, he says that their products is starting to get traction by word of mouth in the US. He already has some success or interest with Pensacola Veteran. But, if they're looking for US base, would Texas Med could be the right one? Yeah, it sounds like it, at least for our program. The traction that you've gotten seems pretty interesting. I would love to hear more about that. So if you are considering applying, I do encourage you to do so and give us some highlights on what your experience has been with Pensacola and how you're considering your strategies moving forward.
Yeah, Samantha, I can set up something, maybe like a quick meeting between the three of us. So I'll reach out to him. Great. Well, the question is, what's his product, right? So one of the biggest, if not the biggest, VA hospital is in Houston, and they're fantastic. They're really keen on innovation. They have a lot of really great doctors. So it's kind of cool that the biggest medical center in the world has the biggest VA hospital as well, right? So and they're awesome. The other thing is really close by. You have the Dallas and the San Antonio military bases. So I'm not sure what your product does, if it's more sort of veteran focused or if it's more active DoD focused, but you'll have access to all these things in Houston with a direct flight into Houston, and then you rent a car and you can do all these things inside of a day, right? So I think that's the thing. And back to it with Emmanuel on the previous question, what does the Texas Medical Center do well? Everything. Right? Like you'll have to go to 3 different cities to do your thing. And if you have a startup or a company and you want to not spend as much money or, go to as many hotels or miss your kids as much, you just fly into Houston and do everything, right? You can run your study. You can see the DoD, the VA, cancer hospital, a pediatric hospital, people who specialize in gene therapy, like all these things right there. Right. So there's a lot of people who do amazing things all over the US, but you're never going to find a place that does everything like the Houston region. Good. So I see that Serge Eric will certainly follow up on that. Question, what's the best timing for an entrepreneur from Quebec, to go to you with some ideas? What's the stage that is the best, when the prototype is already a working prototype or earlier? What's the sweet spot? I'd say it has to be a little bit more once you have some idea of a product is probably the earliest where you can truly take advantage of the resources here. There are some corporate partners that focus on helping you develop your device or your digital product. And they're very interested in working with more startups. And then, of course, if you're looking at research and animal studies, having a technology to test those products, it would be a really easy way for you to get anchors in these different hospital systems. And then, of course, beyond there, all the way until I'd say about your Series B level, when you start looking into Series C and above, that's when you would want to take advantage of the coastal areas and the concentration of investors there. And want to add something, Emmanuel? Yes. I wanted to add that I think it's very important to be very intentional when you approach the ecosystem here. That means, be very prepared, do a lot of research ahead of time so you can ask the right question and we can direct you to the right places. So being very intentional is going to work in your advantage, and being very prepared, and that really helps direct you to the best resources. Okay. I had I'm wondering, you seem to have a good connection with the clinicians of the hospital in the hub, but how is it easy to get them to spend some time? Do you have to pay them? I mean, how is it to get them involved, really, quality time with the entrepreneurs? What drives them to collaborate on these sometimes very early stage project? So how do you do that with the clinicians? How do you achieve their commitment? That was another really great question. And quite frankly, I will admit that, as TMC Innovation, we don't have access to all of the 100,000 physicians that are at TMC, but we do work with the folks that are innovative minded. So I would say the drive actually comes from their intellectual curiosity and their experience and their want and need to try new products and to be at the forefront of medicine in their field. And so that really comes down to it. Of course, as Emmanuel was saying, there has to be some intention to why you're engaging with them. If you're looking for just clinical feedback, we have folks that are just interested in having a conversation. But if you want a clinical study or a pilot study, then of course that's more transactional, right, in nature. So there needs to be some sort of
further conversations on how the structure of that partnership would look. Yeah, actually, I'll tell you how I do it. You go to PubMed and you have just find the problem that you're worried about, and you find out, who's published on that problem. And then you can either try to contact those people yourself, or if you're affiliated with somebody like Dr. Nava, or if you have friends like me or like the friends in Quebec, you can ask for introductions, right? You get to know the person. The same thing if you were going to university, right? Like you want to go to university at this specific place, read that professor's papers, understand the papers, and then send them an email that flatters their ego this much and then looks to the future that much, right? You're like, what you did here was cool. I would love to do these things with you. And 90% of the time, those people will reply to you, right? Because they want to save more lives and they want to publish some cool stuff. But always, do your homework. Can I add maybe to what you said, Vincent? Totally agree with you. The other place to look for is clinicaltrials.gov if you're looking for specifically for a physician, because then you can see what clinical trials are conducted where, and that's a very good resource to consult as well. Okay, so I'll continue with my own questions. What about, after the incubation of a project, and commercial considerations must be addressed. Quebec companies are used to deal with a single payer system, which has its advantages and also all sorts of downsides associated to that. And the conception that the perception we have about the US market with the private insurance is that you have a business case and that's it. You have you'll be able to get reimbursement codes, and that will be it because you will make the business case. But really, how is it easy or not easy, even for companies who successfully went through all these stages of incubation and development, even at the Texas Medical Center? What's next commercially? I mean, what does it take? I'll go first. So reimbursement, it really is a long-term strategy, and it's quite complicated. I would not call it easy by a long shot, but it's something that I highly recommend for companies to start considering early on in their development, because it does affect how you approach your regulatory strategy. It does affect the marketing claims that you anticipate to make with your product. And so, get in touch with folks that understand that area very well, and then get a concept of what strategies you're going to hit. Are you going to go private first, then public, only private? It really varies on how your technology works and the solution you bring to the table. Yeah, I'll stop there. Yeah, I think it's an excellent point. And really, the fact that you really have to have your reimbursement strategy being part of your strategy altogether from the beginning. I think that might be something different from what you may experience in Quebec with a single payer system. But definitely here you have to think about this and get the very detailed information right from the beginning. I'd like to broaden a little bit though from there, right? There's the reimbursement piece, but there's going to be metrics that every hospital worries about. And it's the same thing in Quebec, but like, let's say if you Google just Veterans Affairs and then sale metrics, they call them sale metrics, right? And they publish those, you'll see some veterans hospitals have, let's say, really good numbers for blood infections, right? Which shouldn't happen. And there's other hospitals that have really poor metrics. And so, or, sepsis, all these kinds of things that might happen. So you pick a thing that you're going to measure. It goes back to the problem, right? What problem am I going to solve, and how am I going to measure impact on that problem? And that for sure in the US is going to be like, impacting that problem must have a dollar value, right? That's like a stronger argument in the American market, but you're going to get a similar kind of argument anywhere. It'll just have different colors, but it's kind of the same argument that comes back, right? If I'm impacting CLABSI,
what does that mean in terms of ROI, right? So I've impacted CLABSI, and so I've saved this hospital, you know, a couple of $1 million, right? It's just if you do it for a veterans hospital, they're not going to tell you the dollar amount, but you're still going to be able to say, we've helped reduce CLABSI or sepsis or something by X number. So listen to the problem and measure. Well, Son actually brings up a really great point, and I want to nail that in. I think the biggest cultural shock that a lot of the international companies coming into the US market experiences is changing from a value-based solution to more of an economically focused solution, which is a lot of what our hospitals look for. So when you pitch, it's great to know that the patient's going to feel better and everything. And yes, the US cares about that, don't get me wrong, but at the same time, when you're speaking with hospitals, they're going to want to know, like Vincent was saying, that there's a dollar amount of benefit associated with that care as well. Okay, thank you for that. I don't see more questions from the Q&A box. Well, something we didn't discuss earlier, but maybe we should have. But can you give us a sense? You know, we're talking about the hub, the ecosystem of Houston, but you know, we're talking about how many companies really or startups. So how many projects do you see in a year? Give us a sense of the magnitude of the scale of what's happening in the Houston area, if you can. I guess I'll go first. It's a hard question to answer. So, you know, as our program, we're quite narrow in focus. We'll have about 200 applications per cycle, but we only accept about 10. And so it's quite a competitive program. But that being said, that's through TMC Innovation is not the only avenue to get into TMC or even to obviously the US market. Hospitals are looking for innovation projects from their own motivation. So they have a problem they need to answer right now, and they don't want to wait through, you know, the 6 months of the program. So they will go through their own avenues. And I would say a good, healthy, if I had to put a number to it, hospital system is considering about 30 to 50 projects at a given time. And that doesn't include research, that doesn't include clinical trials. Good. I don't know, I don't see more questions. Maybe, Caroline, do you want to wrap it up maybe as the head of the Houston, the Quebec Bureau? If you're still there. Yeah. Merci beaucoup à tous. Thank you, Samantha, for your participation. Merci à tous d'avoir participé si généreusement là, avec vos interventions. C'était très intéressant. Puis, on peut le voir dans les participants qui étaient en ligne avec nous. Il y a pratiquement personne là, qui a quitté la conversation. Donc, je pense que c'est vraiment un signe que ce que vous disiez était très pertinent. Le témoignage qu'on a reçu de Vincent était vraiment très senti. Puis, je pense que tu as vraiment démontré ta ténacité là, à travailler dans ton domaine, dans un nouveau marché complètement. Puis c'est toujours super agréable de travailler avec toi. Donc, Emmanuel, merci aussi. Puis Samantha, vraiment, vos interventions étaient appréciées. J'espère que tout le monde vous tirez quelque chose de ça. J'ai mis dans le chat là, le lien pour aller chercher notre profil de marché sur le Texas. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Dans le fond, pour la suite, on est en train de réfléchir aussi avec notre partenaire IQI, puis Rock Paquette, que plusieurs connaissaient déjà. Donc, on est en train de réfléchir à la possibilité de faire une mission éventuellement en 2021 là, sur le Texas. Donc, on espère qu'on pourra compter sur vous. Puis d'ici là, de toute façon, Pierre est là pour répondre à vos questions, organiser des rencontres sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces services aussi. Donc, Benoît, merci beaucoup d'avoir joué ce rôle-là de modérateur pendant toute notre heure. Puis, on est vraiment fiers d'avoir pu compter sur la participation de Medtech Canada là, dans notre événement.
Donc, merci à tous. Soyez prudents, stay safe et bonne fin de journée. Merci beaucoup.